Bien. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et je présente mes excuses pour ce retard dû au contexte de la journée qui a bloqué les transports et donc qui ne m'ont pas permis d'arriver à l'heure. Mais l'important, finalement, c'est d'arriver. Et je suis là et bien là. D'abord, je voudrais bien sûr vous remercier de m'avoir invité, mais aussi d'avoir choisi ce sujet de l'empreinte environnementale du numérique pour vos débats, parce que ce sujet me tient à cœur, vous le savez. C'est un sujet que j'ai donc initié dans les travaux parlementaires qui sont conclus par une proposition de loi, qui est une loi aujourd'hui, et qui, je le crois, est un socle important qui met la France en avant sur ce thème et qui nous permet de pouvoir donc peut-être être regardé de façon pertinente et sérieuse dans ce secteur du numérique. Alors le numérique, vous le savez, c'est quelque chose qui se développe à grandeur et à vitesse très rapide. Hein, c'est aujourd'hui 34 millions de prises pour le secteur fibre optique. C'est près de 83 millions de cartes SIM, ce qui est quelque chose d'exorbitant qu'on n'imagine même pas au vu du nombre de nos concitoyens. Donc, chaque jour, on le voit bien, donc les choses continuent à se développer, les applications, les services, cela donc doit nous poser la question de cette empreinte environnementale. C'est la base en fait de la réflexion qui a mené nos travaux, et je vais citer deux exemples très concrets qui m'ont finalement donné cette idée de réfléchir et de travailler sur cette question et de le proposer à mes collègues du Sénat. Le premier, première remarque ou premier événement qui m'a incité, c'est en fait l'agitation qu'on a pu constater autour de la 5G il y a quelques années. Pour la première fois, en France, finalement, on avait des réactions assez négatives sur du développement de services donc une espèce de rejet qui était dû, et j'en suis persuadé aujourd'hui, à une mauvaise communication, une méconnaissance, mais aussi à des questionnements qui étaient restés sans réponse et qui sont toujours sans réponse d'ailleurs sur notamment l'utilisation de certaines fréquences où l'ANSES n'a toujours pas donc exprimé sa position. Le deuxième événement, c'est la marche pour le climat. Alors là, on est en plein dedans. Hein. La marche pour le climat, c'est donc effectivement une réaction de la part de la jeunesse, principalement, pour donc dénoncer ce que l'on fait, nous tous, les plus anciens, qui n'avons rien compris au sujet. Donc, on nous a donné une belle leçon en disant, attention, le climat, c'est important, il faut faire des choses, il faut défendre. Et j'ai eu l'occasion de traverser cette manifestation dans Paris, tout à fait par hasard. Et qu'est-ce que j'ai pu constater? Ce que j'ai constaté, c'est qu'on avait beaucoup de jeunes, c'est vrai, mais ils étaient tous en train de se filmer et de mettre en direct sur la toile donc la démarche qu'ils étaient en train de... Et je me suis dit, mais au fond, sont-ils conscients de ce qu'ils font? Et la question finalement de la prise de conscience, de l'éducation autour de ces sujets de l'environnement, donc m'ont conduit à proposer de travailler sur ce sujet. Alors, on a commencé à travailler sur cette question en octobre 2019, si ma mémoire est bonne, mais elle doit l'être. Et très vite, alors j'ai entendu tout à l'heure, d'ailleurs, des mots qui ont sonné dans nos échanges, c'était de dire, on a trouvé la solution, hein, il faut effectivement faire attention à tout ce que l'on fait, et il faut de la sobriété numérique. Et là, merveilleux, on avait la solution miracle qui allait répondre à tous les maux de l'empreinte environnementale du numérique. Nous avons poursuivi nos travaux et est arrivée une date dont on se rappelle tous, qui est le 17 mars 2020. Alors, outre que ce soit la Saint-Patrick, le 17 mars 2020, vous vous en souvenez, c'est donc le jour où on nous a dit restez chez vous. Et là,
on a pu constater effectivement des effets très importants sur les réseaux, des effets d'ailleurs qui ont été maîtrisés par les opérateurs, et on peut s'en féliciter, mais qui ont été une source d'inquiétude. Hein, en 2 jours, les débits ont doublé sur les réseaux, fixes et mobiles. Il fallait tenir d'un point de vue technique, et puis il fallait donc pouvoir réagir. Et donc, là, on a commencé à réfléchir un peu différemment, en se disant, mais oula, on peut peut-être donner quelques conseils. Et l'ARCEP, à l'époque, Sébastien Soriano, avec qui j'avais des échanges assez réguliers, pour pas dire journaliers, dans cette période, disait, bon, il faut qu'on passe des messages pour que les gens utilisent plutôt le Wi-Fi que le réseau 3G ou 4G. Il faut peut-être qu'on intervienne auprès des éditeurs de contenu pour faire en sorte que, plutôt que de balancer des contenus avec des qualités qui permettent des projections de films sur des écrans géants, pour le regarder sur notre petit smartphone, on adapte en fait les choses pour éviter, encore une fois, de dépenser de la bande passante pour rien. Donc, on a commencé à réagir autrement. Et puis, évidemment, dans nos travaux, quand on s'est retrouvés après le 17 mars, parler de sobriété, ça paraissait plus tout à fait adapté. D'où, j'allais dire, de nouvelles réflexions. Et quand je dis pas tout à fait adapté, c'est que c'est imposé à nous des utilisations dont personne n'avait imaginé. Je pense notamment à tout ce qui est éducatif du premier et du second degré. Personne n'avait jamais imaginé qu'un jour, nos enfants du premier et second degré allaient suivre leurs cours par le réseau numérique. Personne. Et je pourrais citer d'autres utilisations de ce type-là. Le développement du télétravail, qui a été finalement un accélérateur assez incroyable, etc., etc. Donc, on a continué, encore une fois, à réfléchir et essayer de trouver des pistes pour arriver à remise d'un rapport qui a fait l'objet d'une proposition de loi et, encore une fois, d'une loi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte et quels sont surtout les points qu'il faut retenir finalement, des études qu'on a pu mener? Ça va pas être une découverte pour vous. Maintenant, je crois que ce sont des chiffres qui sont partagés. Hein. L'empreinte environnementale du numérique en France a été estimée à 2% de l'empreinte globale. Et toutes les perspectives faites sur la base de développement assez normal ont démontré qu'à échéance 2040, c'est-à-dire 20 ans après, ce qui est quand même assez rapide, on passait de 2 à 7%. Alors, dit comme ça ne paraît peut-être pas quelque chose d'important, sauf qu'il faut se rappeler que l'empreinte environnementale du trafic aérien est de 4,7%. Et quand on parle de l'empreinte environnementale du trafic aérien, c'est déjà un gros mot aujourd'hui. Hein. On se dit, voilà, le trafic aérien, c'est vraiment le truc énorme qu'il faut combattre. Donc là, le numérique allait vraiment exploser et dépasser le trafic aérien en arrivant à plus d'une fois et demie. D'où, encore une fois, cette prise de conscience et cette volonté de trouver des solutions. Alors, le texte que l'on a proposé, appuyé sur les conclusions, a en fait 5 grands chapitres. Le premier chapitre, c'est le chapitre de l'éducation, de la sensibilisation, de l'éco-conception. Et je dis bien, je précise bien ces 3 volets. L'éducation, parce que c'est important de pouvoir passer certains messages. Je parlais tout à l'heure de l'utilisation du Wi-Fi par rapport au réseau 4G. Et je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, dans cette période-là, il y avait une publicité d'un opérateur que je ne citerai pas, mais qui n'est pas Orange, plutôt un peu plus foncé, qui, en fait, mettait en scène 3 jeunes ados qui étaient dans le canapé du salon en train de jouer sur leur smartphone, et l'adulte qui était à côté de l'autre, il disait « Ah, ouais, allez jouer dehors, ça marche aussi ». Donc, évidemment, sur le réseau 5G, on disait « Ah, ben voilà, là, regardez, la 5G arrive, c'est magnifique, on va pouvoir jouer dehors, etc. » Il y a Ronaldo qui arrivait, enfin bon, tout allait... Et là, je me suis dit, mais enfin, même les professionnels
les opérateurs qui sont censés se poser les questions ne s'étaient pas posés dans cette période. Cette publicité a été tout de suite arrêtée. J'avais fait remonter la question et ça démontre en fait d'une prise de conscience collective. L'éco-conception, parce que là, il y a aussi une importance dans le monde professionnel du numérique pour faire en sorte que dès l'écriture des lignes de code, on ait à l'esprit qu'il pourrait y avoir une incidence sur l'environnement et l'impact environnemental. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est acté, qui se met en route. C'est toujours trop lent quand on a travaillé sur un sujet, mais quelque part, le pli est pris, et la preuve en est ici, c'est que le sujet a été donc finalement relayé par l'ensemble des instances. Je citais aussi l'ADEME et l'ARCEP qui se sont saisis du sujet, donc sous l'impulsion du ministre, et qui donc encore une fois régulièrement apportent des éléments nouveaux et donc ces éléments importants qui sensibilisent et qui posent les bonnes questions. Deuxième volet, et là c'était un volet donc essentiel puisqu'il représente près de 80% de l'empreinte globale, ce sont donc évidemment tout ce qui concerne les terminaux, le reconditionnement de ces terminaux, avec un impact ou une volonté d'inciter au reconditionnement pour faire en sorte qu'on prolonge la durée de vie. Alors dans les terminaux, il y avait une question tout à l'heure, c'est effectivement tous les terminaux qui sont concernés. Par contre, on s'est plus attardé aux terminaux type smartphone, où la durée de vie moyenne en France a été estimée à 23 mois. C'est-à-dire moins de 2 ans dans la durée de vie de nos terminaux. Ce qui est peu, mais qui, quand on regarde un petit peu ce qui se passe et qu'on pose quelques questions, correspond quand même à peu près à ce qui peut se passer dans notre vie de tous les jours. Donc vous imaginez que si on prolonge la durée de vie de ces terminaux, serait-ce qu'en doublant cette durée de vie, on a donc un gain de 40%, ce qui est quand même relativement important et où on peut se dire que le gisement qui est sur ce point-là peut être atteignable de façon assez simple. Faut-il encore qu'on donne tous les bons signaux et que les politiques publiques accompagnent? Je me rappelle d'un débat passionné, mais pas passionnant du tout, sur le sujet au moment du vote de la loi, sur la redevance copie privée, cette fameuse redevance qui, en fait, vient impacter chaque terminal acheté, qu'il soit neuf ou reconditionné. Bon, le débat n'est pas terminé. Il y a eu un rapport de l'IGF sur le sujet qui est plutôt dans le sens de ce qu'on avait nous imaginé. Et j'espère que là aussi, il y aura une cohérence, une mise en cohérence de fait par le gouvernement qui accompagnera cette volonté de reconditionnement de nos matériels. Troisième volet, et c'est un volet important à mes yeux, c'est le volet qui concerne les usages. Alors j'ai entendu la question des vidéos qui démarrent automatiquement. Ça a été un débat qu'on n'a pas pu à l'époque faire inscrire, on n'a pas pu convaincre, notamment par rapport à tout ce qui était la presse numérique, qui considéraient qu'on allait tuer leur modèle économique par rapport à la publicité qui finance donc cette presse numérique. N'empêche que je pense que vraiment, là, sur ces points-là, il faudra qu'on continue et qu'on franchisse ces étapes pour trouver le modèle qui permet à chacun de vivre, mais qui évite finalement ces débits inutiles et qui pourtant viennent impacter de façon durable l'environnement. Sur le développement des usages, et pour rebondir par rapport à ce que j'ai aussi entendu, aujourd'hui j'ai quand même moi une demande
d'évolution, on va dire, du texte, parce que ce texte, encore une fois, c'est une base, mais c'est pas une fin en soi, hein, je le dis en tant qu'auteur de façon très libre, pour faire en sorte que, en fait, dans le développement des usages, et notamment sur les territoires, eh bien, on se pose la question, par anticipation, de l'intérêt environnemental. Je vais donner des exemples qui sont des caricatures, donc vous ne m'en voudrez pas, mais je vais dire, une collectivité qui s'interroge pour mettre en place des capteurs pour fluidifier sa circulation, éviter les bouchons, éviter... voilà. Ça me paraît donc assez intuitivement, en tout cas, positif dans l'impact environnemental. Une collectivité qui mettrait en place des capteurs pour compter le nombre d'oiseaux qui passent au-dessus de sa collectivité, ça peut être tout à fait intéressant d'un point de vue scientifique, mais je ne suis pas sûr que d'un point de vue environnemental, ça soit donc finalement bénéfique. Et je pense qu'il faudra qu'on mette dans les prochains textes qui encadreront le développement des usages cette obligation de notice d'impact, hein, ou de maîtrise de l'impact pour donc lancer ou pas, en tout cas accompagné par des finances publiques, cet impact environnemental final. D'où, encore une fois, c'est aussi une pédagogie et une éducation à faire qu'on doit partager les uns et les autres dans le développement et dans les choix que l'on fait dans nos entreprises ou dans nos collectivités. Moi, j'en suis intimement convaincu. C'est par ces petits gestes, par ces prises de précautions qu'on donnera au numérique finalement, sa dimension, mais aussi sa capacité à pouvoir se développer dans de bonnes conditions. Troisième volet sont les réseaux. Alors en fait, finalement, les réseaux, c'est paraît effectivement assez mineur, même s'il ne faut pas les exclure. Et dans les réseaux, le volet data center qui a été aussi abordé, sur lequel on a voulu mettre en place des politiques volontaristes, c'est-à-dire en disant, finalement, on va donc favoriser d'un point de vue fiscal les data centers qui sont vertueux, plutôt que de pénaliser, comme on aurait pu le faire à un moment donné. Et enfin, le cinquième volet, c'est de faire en sorte que tout cela soit donc impulsé par des politiques publiques, hein, en imposant aux collectivités de plus de 50 000 habitants d'intégrer dans leur politique publique donc, cette notion d'empreinte environnementale du numérique par donc, différents volets que, évidemment, on souhaite par la suite faire que ça soit par effet d'entraînement quelque chose qui s'intègre dans l'ensemble des collectivités, mais aussi dans les entreprises de notre pays. Donc voilà pour en fait le message que je souhaitais donc partager avec vous, encore une fois, en vous remerciant de réfléchir et j'en suis persuadé, de pouvoir apporter des améliorations qui seront nécessaires, qui sont nécessaires à ce texte dont on peut se féliciter collectivement, tant qu'il est aujourd'hui le premier texte au monde qui traite de ce sujet. Je vous remercie. Alors, je ne sais pas s'il est prévu des questions, je peux répondre à quelques questions si c'est prévu. Eh ben, c'est merveilleux. Je vous remercie.